Einstein a déjà dit, la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bonsoir, bon vendredi, on est le 12 mars 2021, 18h02. J'espère que vous allez bien. Christian Page, après une semaine de relâche, je suis revenu, en forme! C'est ce que je m'avais dit. Comment t'as passé ça? Ben, ça m'a pris, je te dirais, 4 jours avant d'être capable de revenir à la normale après la semaine de relâche. Ah, OK. Ouais, donc toi, tu étais à la maison avec tes petits démons, là. Oh, avec mes petits gars, ouais. Ils Ouais. peuvent être démons une fois de temps en temps. Mais n'en demeure pas moins que c'est ça. Je suis revenu travailler, puis quand je travaille, ben, c'est comme des vacances. Fait que ça m'a pris 4 jours. Puis là, ben, je suis revenu top shape, mon ami. Bon, ben c'est parfait. Toi, t'as Donc, passé une belle semaine? Oui, oui, effectivement. Je me suis remis un peu à l'écriture parce que j'ai un livre qui doit sortir éventuellement, là, quelque part cet automne ou quelque chose comme ça. Puis, pour différentes raisons, j'avais mis ça un peu sur la glace. Puis là, ben, je me suis remis un peu à l'écriture cette semaine. Bon, donc j'espère pouvoir respecter, disons, les échéanciers de mon éditeur. Parce que tu fais partie de ce type d'artistes au Québec qui ont un certain mystère. On ne sait jamais qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu traficotes quand on ne te voit pas à télé ou quand on ne t'entend pas à la radio. Donc, de savoir que tu es en train d'écrire, ça me rassure. Ça me rassure. OK. Mais en fait, c'est ça, j'avais plusieurs projets. Hein. Quand est arrivée l'affaire de la pandémie, Oui. j'avais des projets télé qui étaient très, très bien amorcés, qui ont été mis de côté. Ça, c'est un truc que je caressais depuis longtemps avec le musée des religions qui se trouve à Nicolet, donc près de Trois-Rivières. J'avais une entente avec eux pour préparer 2 expositions permanentes qui auraient perduré là, peut-être pendant 2 ans chacune. La première étant sur les théories du complot. Donc des items liés aux théories du complot, puis expliquer à travers une visite dans un musée les différentes théories du complot, ce qui les a alimentées. Mm-hmm. Et ensuite, on devait passer à et ça c'était un peu un rêve que je caressais depuis des années, une exposition permanente, permanente on s'entend sur une période peut-être de 2 ans aussi, sur le paranormal. Parce que tu sais que dans l'histoire du paranormal, c'est pas très important qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il n'en reste pas moins que plein d'objets ont été utilisés pour le paranormal. Okay. Par exemple, Thomas Edison avait développé une espèce de machine avec un cornet, puis il espérait pouvoir communiquer avec l'au-delà. Donc, que tu crois ou non à l'au-delà ou la possibilité de communiquer avec les défunts, cet appareil-là, il existe, tu comprends? On a déjà parlé à l'émission, ces fameux moulages spirites qui ont été réalisés au début du 20e siècle à l'Institut métapsychique à Paris, où un médium avait fait des espèces de moulages de mains qui étaient très mystérieux et pour lesquels on n'a jamais réussi totalement à expliquer comment il s'y était pris. Est-ce qu'il s'agissait d'une fraude? Est-ce qu'il s'agissait d'une véritable manifestation de l'au-delà? Peu importe la position où tu te trouves, ou à laquelle tu vas adhérer, ces moulages-là, ils existent, ils sont conservés aujourd'hui à l'Institut métapsychique à Paris et dans une armoire, malheureusement, qui n'est pas accessible au grand public. Donc, l'idée était de produire une espèce d'exposition où tous ces grands objets qui ont marqué l'histoire du paranormal, les premières tables tournantes, les premières
premières versions du Ouija, les moulages Spirit, tous ces appareils-là, les premières lunettes qu'on a développées, les premiers détecteurs d'OVNI qui ont été développés dans les années 50. Donc, faire une grande exposition où les gens auraient pu voir l'évolution de ces appareils, de ces objets, photographies, films, instruments. Donc, c'était ça l'idée. Donc, je travaillais là-dessus avec le Musée des religions. Et puis, bon, malheureusement, l'histoire de la COVID a fait que tout ça a été mis de côté. Fait que donc, on se rabat sur ce que l'on peut faire dans l'intimité de son chez-soi. Et ce que je peux faire, bien sûr, c'est l'écriture d'ouvrages. Donc, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Dans les derniers mois, Christian, parce que tu as parlé de la fameuse table de Ouija, là, puis dans les derniers mois, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent par texto « Est-ce que vous allez parler un jour du Ouija, de ce que ça peut faire, de ce que ça comporte comme danger? » Parce qu'il y en a qui y croient vraiment, puis savez-vous quoi? Moi, je sais pas si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Tout ce que je sais, c'est que ça a marqué des générations, ça, ce jeu-là, Ouija. Puis il y en a qui n'en sont pas encore revenus sur l'expérience Ouija, là. Tu as tout à fait raison, Yannick. Et le Ouija, c'est un outil. Je ne veux pas trop entrer dans le sujet, là, parce qu'on va se faire une émission éventuellement là-dessus, mais c'est vrai que c'est un outil qui est fascinant, le Ouija, pour plusieurs aspects. Donc, tu vas voir, il a même été utilisé dans des universités, hein, le Ouija. Donc, on fera une émission là-dessus, puis on va parler des différentes utilités, les utilisations du Ouija. Et bien sûr, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, le folklore qui est associé au Ouija, la littérature, la culture populaire. Donc, il n'y a pas nécessairement la même résonance. Hein? Les chercheurs qui ont utilisé le Ouija dans des universités et la culture populaire, ce qu'elle véhicule, l'aura qu'elle véhicule autour du Ouija est très différente, bien sûr. Donc, on pourra parler éventuellement de tout ça. Donc, on va se faire éventuellement une émission là-dessus, sur ce sujet-là du Ouija. D'ailleurs, ça m'amène à te parler un peu d'un sujet qui est mon premier sujet, qui n'est pas vraiment d'actualité, mais je voulais absolument en parler parce que c'est un peu un écho à l'émission qu'on a fait sur Amityville il y a 2 semaines. Les gens doivent comprendre comment on choisit le sujet de l'émission. Parce que souvent, ça amène des gens à poser des questions, à faire des réflexions. Certaines sont justifiées, d'autres sont un petit peu aux côtés de la plaque, puis certaines ne sont pas toujours de bon goût. Et je m'explique, hein, moi, ça fait très longtemps que je fais des interventions à Radio X. Ça fait pratiquement 10 ans que je fais ça. J'ai commencé au départ, rappelle-toi, on est en 2010-2011, le Chotard avec Mario Tremblay. Exact. Donc, et après ça, et là, je faisais des interventions plus ou moins sporadiques. Ensuite de ça, après le Chotard, on a fait, nous, ensemble, des chroniques qui étaient sporadiques et ensuite des émissions qui étaient plus régulières avant d'arriver finalement en 2018, automne 2018, avec la création de Radio X-Files. Donc, ça, c'est un peu le cheminement. Puis je comprends qu'il y a des gens qui sont, puis on est bien content qu'ils soient avec nous, des vieux de la vieille, comme on dit, probablement des gens qui nous suivent à Radio X depuis 2015-2016, et peut-être même certains auditeurs étaient-ils là à l'époque de Mario Tremblay, du Chotard. Donc, quand on choisit le sujet de l'émission, des fois, des gens m'écrivent en me disant « Vous en aviez déjà parlé ». Oui, mais quand? Si on en a parlé en 2015, est-ce qu'on doit ne plus en parler dans le cadre de Radio X-Files? Comprends-tu? Exact. Pour les gens qui sont des nouveaux adhérents, qui nous découvrent avec Radio X-Files et qui me posent la question, allez-vous parler éventuellement du Mothman? Est-ce que je leur réponds non, parce qu'en 2016, j'en ai parlé? Tu comprends? Donc, il y a mais je peux comprendre que l'auditeur qui était là, lui, en 2016, se dit, mais ça me semble qu'il en a déjà parlé de ce sujet-là. Donc, il y a pas c'est un choix difficile, comment on va déterminer le choix de l'émission. Donc, moi, la façon dont j'ai décidé de faire ça, j'ai fait table rase. Donc, à partir du moment où on a commencé en septembre 2018 à faire ces émissions de Radio X-Files, j'ai fait table rase de tout ce qui avait été fait auparavant. Donc, c'est vrai que s'il y a des vieux de la vieille qui sont avec nous, certains sujets vont peut-être leur paraître redondants, mais j'ose espérer que la façon dont on les présente seront différents de ce que j'ai pu raconter en 2014, 2015 ou 2016 et qu'ils trouveront dans cette nouvelle mouture de nouvelles informations. Puis d'un autre côté, ceux qui sont avec nous depuis seulement l'apparition, l'avènement des Radio X-Files, découvrent des sujets. Et c'était le cas par exemple avec l'affaire d'Amityville qu'on a parlé il y a 2 semaines. C'est vrai que c'est un sujet que j'avais abordé en 2017, Yannick,
Rappelle-toi, c'était la sortie de mon livre, L'enquêteur du paranormal au cinéma. Et on avait fait une émission spéciale sur les grandes histoires fantastiques d'horreur qui avaient alimenté le cinéma. Ouais, ça va faire 4 ans. Voilà, ça fait 4 ans. Donc, c'est vrai qu'on avait fait un volet sur Amityville. Mais parce qu'on a fait un volet sur Amityville il y a 4 ans, moi, je peux te dire que je tiens un registre de toutes les émissions qui ont été faites depuis le début des radios X-Files. Et le sujet d'Amityville n'avait jamais été abordé de manière soutenue. On a pu en faire 1 ou 2 références en parlant des grandes histoires de fantômes dans des émissions précédentes, mais on n'avait jamais consacré un dossier complet à Amityville comme on le fait il y a 2 semaines. Mais je comprends que la personne qui était là, comme tu dis, en 2017, se dit, c'est un sujet qui avait déjà été abordé. Donc, c'est des choix parfois déchirants de dire, je vais revenir sur ce sujet-là, puis je peux comprendre que des gens qui sont avec nous depuis un bout de temps disent c'est redondant, mais en même temps, il faut penser aux gens qui se joignent à nous depuis peu et puis qui découvrent ces sujets-là, et je ne veux pas en éclipser sous prétexte qu'il y a plusieurs années, j'ai pu aborder ou non l'un de ces sujets-là. Donc, désolé pour ceux qui ont déjà entendu les sujets, mais je peux vous assurer que les sujets qui sont abordés semaine après semaine dans le cadre de Radio X-Files n'ont pas été abordés depuis le début de la saison, depuis septembre 2018 dans le cadre de cette émission-là. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas déjà parlé dans le passé, mais on s'en tient essentiellement à la trame de fond de Radio X-Files. Parfois, il y a des updates, Christian. Parfois, il y a des nouvelles informations qui arrivent. On n'a pas le choix d'en parler, en fait. On n'a pas le choix. Il faut mettre ça à jour. C'est un peu comme, on parle du paranormal, Yannick, c'est un peu comme si on faisait une émission où on parlait de sport et tu dis, parce que j'ai parlé du Canadien de Montréal, je n'en parlerai plus. Mais non, dans le cas, c'est vrai qu'il y a des sujets du paranormal qui ne bougent pas, qui sont statiques, c'est-à-dire que le dossier est aujourd'hui tel qu'il était il y a 5, 10 ou 20 ans, donc il n'y a pas eu de nouveaux développements, mais il y a des sujets qui sont continuellement en mutation, en mouvance, des nouveaux dossiers, des nouveaux documents dont on parle et qui n'étaient pas connus depuis quelque temps. Regarde, aujourd'hui, sur ma propre page personnel, Facebook, j'ai mis une vidéo. Écoute, ça m'a ébranlé, ça, cette semaine. Je prends 2 minutes pour t'en parler, là. Écoute, il y a des gens qui m'appellent et qui me disent, Monsieur Page, on voudrait vous parler à propos de l'histoire de Sainte-Marie de Mont-Noir. Tu te rappelles, on avait fait une émission là-dessus. Je rappelle pour les auditeurs, là, je ne veux pas être redondant, mais pour les auditeurs, je rappelle un peu ces événements-là. On est en novembre 1989, le 20 novembre 89, aux petites heures du matin, des résidents de Sainte-Marie de Mont-Noir, on se trouve en Montérégie à ce moment-là, observent dans le ciel des lumières étranges. Et là, à peu près 48 heures après ces événements, un homme, en regardant par la porte patio de sa résidence, voit sur un terrain vague, à peu près à la verticale de l'endroit où 2 jours plus tôt on a observé l'OVNI, il voit un cercle d'herbe. On faut se rappeler, on est le 20 novembre, donc le champ est jauni par l'approche de l'hiver. Et là, il y a ce cercle au milieu du champ qui semble avoir reverdi comme en été. Alors, il est très surpris de ça, et d'autant plus que c'est une espèce d'enclave où les jeunes du quartier, des enfants du quartier vont parfois s'amuser. Alors, évidemment, le lien OVNI, trace au sol, là, on se pose la question, est-ce que ça a été contaminé? Est-ce que ce sont des dépôts chimiques? Est-ce que c'est radioactif? Donc, il va contacter la GRC qui va se rendre sur place, et eux ne voient rien de dangereux. Bien sûr, on constate de visu que c'est vrai qu'il y a comme une espèce de cercle qui est plus vert dans le champ qui est là dans le milieu du champ versus l'herbe qui pousse autour. Mais à part de ça, il n'y a pas de radioactivité, il n'y a pas de contaminants chimiques, rien. Donc, c'est une énigme. Évidemment, on se dit, c'est sûr que si le champ a été redynamisé de cette manière-là, dans une période de 48 heures, parce que moi, je m'étais rendu sur place, j'avais fait des prélèvements, des échantillons de sols et de végétaux, qui avaient été envoyés à l'Université Laval, à Québec, au département des sols. Et l'analyse avait révélé des taux de chlorophylle et d'azote excessivement élevés par rapport aux échantillons extérieurs de la trace elle-même. Donc, on parlait d'un taux de chlorophylle qui était 1000 fois supérieur et un taux d'azote qui était de 500 fois supérieur au reste du champ. Et à l'époque, le scientifique qui avait mené l'analyse, Jacques Debeau, avait dit « Si le cercle, si le sol a été redynamisé de cette manière-là, dans cette courte période de temps, qui est de 48 heures, alors on ne connaît rien, ni de mécanique, ni d'artificiel, ou de naturel, qui aurait pu redynamiser un champ de cette manière-là, juste au moment, en période presque hivernale. »
Alors donc, pour moi, cette histoire-là, j'en ai souvent parlé, je n'ai pas trouvé d'explication, j'ai enquêté, j'ai pas trouvé d'explication et j'évoquais cette histoire-là comme étant une bonne histoire d'OVNI. Mais ma bonne histoire d'OVNI cette semaine a pris sérieusement du plomb dans l'aile. Et c'est là qu'on voit que il faut jamais cesser de regarder, même des fois des histoires étranges et mystérieuses qui nous semblent anciennes, il ne faut pas hésiter à les regarder avec un œil nouveau. Et ce qui s'est produit, donc, des gens m'appellent, ce sont des gens qui travaillent dans le domaine de la géologie, tout ça, en géomorphologie, et ces gens-là m'appellent en me disant « Monsieur Page, on veut vous parler de quelque chose ». Alors, je les contacte, et là, on a une espèce de rencontre-conférence par Skype, et là, ils me montrent une espèce de PowerPoint qu'ils ont réalisé. Et ils ont mis la main sur des photographies. On se rappelle que l'incident de Sainte-Marie-de-Mont-Noir se produit en 1989. On est loin avant l'informatique, loin avant la numérisation de tout le matériel, les documents qui sont gardés en archives. Mais là, aujourd'hui, en 2021, le monde a bien changé. Et ces gens-là, donc, en faisant un travail, ont réussi à mettre la main sur des photographies prises au début des années 80 de ce secteur-là de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Donc, on est à peu près 6 ou 7 ans avant l'événement OVNI. Et lorsque, sur des photographies aériennes prises par le ministère des Mines et Ressources, on voit le champ en question où le cercle est apparu en 1989. Et là, on a des photos de 1983, 1984, donc quelques années plus tôt. Et on voit que l'endroit, à ce moment-là, il n'y a pratiquement pas de maison. C'est un champ au milieu de nulle part. La trace, elle est là. Oh! La trace, elle est là. Donc, tu vois, ça a été un peu ma dissonance cognitive. Ces gens-là me montraient ça. J'avais la photographie devant les yeux. Là, on peut pas nier, là. Je vois la photo, je vois le champ, puis je vois le rond au milieu du champ, puis la photo a été prise en mai 1983. Fait que là, t'as beau dire, là, dans ma tête, il y a une espèce de dissonance cognitive, hein. Mon cœur dit, non, j'ai pas pu me tromper à ce point-là. Cette histoire-là est bonne, c'est mon histoire d'OVNI, ne touchez pas à mes soucoupes volantes. Tu comprends? C'est mon histoire. C'est mon événement fétiche. Mais la photographie me prouve que j'ai tort. Cette trace-là, elle était bel et bien là des années avant. Et les gens qui ont analysé le dossier m'ont dit, c'est parce qu'il y a un type de plante. En fait, c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Jacques Debroux. Il avait bien précisé d'ici le champ a été redynamisé dans une si courte période de temps. On n'a pas d'explication. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas redynamiser un champ. Si tu prends un sac d'engrais, par exemple, puis tu le vides sur ton champ, dans quelques semaines, dans quelques mois, il va sûrement avoir un taux de chlorophylle, un taux d'azote plus important là où tu as versé les engrais qu'à l'extérieur, tu comprends? Mais ça demande une période de temps, une gestation, si je puis dire. Donc, à l'état naturel, il y a des plantes qui poussent en surface, qui peuvent provoquer ces altérations, ces modifications du taux de chlorophylle ou du taux d'azote. Et bien sûr, la chimie du sol elle-même peut être affectée soit par des ruissellements d'eau, etc. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. Un champ ne se transformera pas en 24 heures ou en 48 heures. C'est généralement un processus qui prend des années ou des mois. Or, dans le cas présent, on voit bien que c'est un processus qui perdure depuis des années. Soit la chimie du sol, soit des plantes en surface ont contaminé cet environnement-là, et de temps à autre, soit en fonction d'un taux d'humidité, soit en fonction de l'eau qui s'écoule, il va y avoir une espèce de réapparition et dans le cas présent, ce serait une plante qui ferait cette espèce de trace circulaire dans le champ. Donc, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. J'avais la photo sous les yeux. Là. Ça aurait été pour moi jouer l'autruche de me mettre la tête dans le sable en me disant non, c'est pas vrai, je veux pas la voir. La photo, elle est bel et bien là. J'ai contacté cette semaine, c'est la Géomathèque à Montréal, qui possède en archive de manière numérisée les photographies de ce secteur-là de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. J'ai parlé avec les responsables et effectivement, sur certaines photographies tout au long des années 1980, donc avant la manifestation OVNI de 1989, de manière plus ou moins cyclique, on voit apparaître dans ce champ cette espèce de trace circulaire qui nous a fait tant fantasmer. Donc,
Tu vois, il faut revenir sur des sujets, puis parce qu'il y a des sujets qui se développent, des nouvelles informations qui arrivent, et ça, c'est super intéressant. Et moi, ben, bien sûr, il a bien fallu que je fasse mon deuil. Maintenant, l'incident de Sainte-Marie-de-Mont-Noir qui tenait le haut du pavé dans mon livre, qui était présenté comme une histoire de rencontre rapprochée du deuxième type, hein. Les types d'observation d'OVNI, hein, c'est une nomenclature où on dit observation, rencontre rapprochée du premier type, c'est de voir un objet, un OVNI suffisamment près pour qu'on puisse voir une espèce de structure. Rencontre du deuxième type, ce sont des observations avec des traces physiques au sol ou des marques sur l'environnement, dont le témoin, par exemple, aura l'impression que son corps a été électrifié, la radio de sa voiture est tombée en panne, donc des manifestations sur l'environnement. Et rencontre du troisième type, célèbre par le film de Steven Spielberg, c'est l'observation de pilotes, de passagers à l'intérieur des OVNI. Et les rencontres du quatrième type, ce sont les soi-disant enlèvements par des extraterrestres. Donc, l'observation de la Sainte-Marie-de-Mont-Noir était classée dans mon livre comme une extraordinaire observation, une rencontre rapprochée du deuxième type, mais avec les nouvelles observations, les nouveaux documents sur lesquels j'ai mis la main cette semaine, je dois malheureusement la rétrograder au niveau de observation de lumière nocturne ou rencontre rapprochée du premier type au mieux, donc l'observation de lumière dans le ciel. Mais je ne peux plus la justifier, je ne peux plus justifier son aura d'extraordinaire en évoquant la trace au sol. Parce que maintenant, j'ai la preuve que cette trace au sol n'a rien à voir avec la présence de l'OVNI en 1989. Il y a eu un article qui a été publié par l'agence France-Presse que j'ai mis sur la page Facebook de Radio X-Files qui parle du plus gros astéroïde à frôler la Terre en 2021 qui passe la semaine prochaine, c'est-à-dire le 21 mars. On dit qu'il va frôler, mais en même temps, c'est quoi? C'est 2 millions de kilomètres de distance. Est-ce que c'est l'Armageddon ou l'Armageddon qui fait juste nous titiller un peu? Ben, je pense que les médias aiment un peu évoquer cette idée-là parce qu'il y a comme dans la culture populaire, on le sait, la disparition des dinosaures, elle est liée avec la chute de météorites. Donc, on le sait à quel point une collision avec un bolide serait dévastatrice pour l'humanité. Et on en est... Il faut quand même savoir que dans le passé, il y a eu 4 grandes exterminations, des extinctions. Les dinosaures, c'est la dernière en lice. Elle s'est produite il y a grosso modo 65 millions d'années par cette chute d'une météorite qu'on croit être tombée dans le golfe du Mexique. Mais on sait qu'il y en a eu 3 autres avant où presque toutes les espèces vivantes ont disparu de la surface de la planète pour différentes raisons. Ça peut être par exemple des conditions d'ordre géologique, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques qui ont envoyé des nuages de cendres dans le ciel, qui ont empêché la lumière du soleil de faire son travail de photosynthèse. Les animaux sont morts de faim. Donc, une grande partie des espèces qui ont disparu de cette manière-là. Et c'est un peu ce qui s'est produit avec cette météorite qui a frappé la Terre il y a 65 millions d'années qui a entraîné la disparition des dinosaures. Mais comme on le sait, ça, et on le reprend dans des films, puis on le sait, il y a toutes sortes de films catastrophes qui évoquent ce scénario-là de la collision avec une météorite. Il y a un astéroïde qui va... Il y a un astéroïde, et on n'est pas... Il faut quand même se l'avouer, Yannick, on n'est pas préparé pour ça. Mais on va-tu envoyer des tuyauteurs, comme on l'a fait avec Armageddon? Donc, c'est un peu ça. On se dit, OK, mais si demain, là, la NASA nous annonçait réellement qu'il y a un bolide qui fonce vers la Terre et qui va nous percuter dans 3 ou 4 mois, ça serait une espèce de panique à l'échelle planétaire et je pense que les nations du monde auraient entre les mains un solide casse-tête à résoudre. Parce que on va faire quoi? On va envoyer des missiles, on va essayer de le détourner de quelle manière, lancer une bombe thermonucléaire dans l'espace pour essayer de le dévier. Tu comprends? C'est une problématique et à laquelle on n'est peut-être pas tout à fait équipé à faire face. Donc, annoncer comme ça le passage à quelques milliers ou millions de kilomètres de la Terre d'une grosse météorite, et celle dont on parle, elle est très grosse, on dit quoi, à la taille de la Tour Eiffel ou quelque chose comme ça, ben, bien sûr, ça serait énorme et ça pourrait entraîner une catastrophe à l'échelle planétaire. Mais bon, elle n'est pas dans une trajectoire de collision, donc je pense que on va passer la semaine prochaine, on va se reparler, et la semaine suivante aussi. Oui, pour la petite histoire, c'est l'astéroïde 2001 FO32, ce qui fait en sorte qu'il a été découvert en 2001. Donc, on le surveille depuis 20 ans. Il va à 124 000 km/h, donc il est plus vite que la plupart des astéroïdes.
Ah ouais. C'est bon, mais bon, on s'est fait une belle peur avec ça. OK, t'sais. on termine ça avec l'actualité de la semaine, les reliques de Saint-Jacques. Oui, tu sais, dans l'univers du religieux, les cathédrales, les églises se targuent souvent d'avoir des reliques qui sont tout à fait exceptionnelles. Puis c'est vrai que ce culte des reliques, on parle de reliques chrétiennes, bien entendu, ce culte des reliques s'est surtout développé à partir du 4e siècle. Ça ne veut pas dire qu'avant, les gens qui étaient d'obédience chrétienne ne collectionnaient pas des objets comme nous on le fait aujourd'hui avec des items qui ont appartenu à nos idoles, Céline Dion, Elvis ou peu importe. Mais si ces gens-là avaient conservé des objets qui avaient appartenu ou bien à des apôtres, ou peut-être même dans certains cas à Jésus lui-même ou à la famille sainte, bien évidemment ils ne le disaient pas parce que jusqu'au 4e siècle, ils étaient persécutés par Rome. Donc tu t'exhibes pas sur la place publique en disant « Oh, j'ai les sandales de Jésus ». Tu comprends? Il va finir au lion, là. Donc, mais c'est vrai que le culte s'est beaucoup développé à partir du 4e siècle, à partir du moment où Rome a autorisé la pratique du christianisme. Donc là, les gens ont commencé à s'échanger des objets qui avaient une grande signification pour eux. Et en même temps, il va se développer dans la deuxième moitié du Moyen Âge les grands pèlerinages. Hein. Donc, des gens vont se rendre jusqu'à Jérusalem, soit en partant, principalement, on connaît tous le chemin de Compostelle où on part d'Espagne, mais il y a également des grands pèlerinages qui partaient d'Angleterre, qui partaient de la France, et là, les gens, donc, marchaient vers les Terres Saintes. Et bien sûr, les églises étaient des détours, les grandes cathédrales étaient des détours obligés, parce que ces objets-là, ces églises ou ces cathédrales avaient des artefacts, des objets, des reliques. Et bien sûr, plus l'église ou la cathédrale est reconnue pour une relique prestigieuse, ben tu comprends, c'est davantage intéressant que les pèlerins passent par cette destination. Et qui dit pèlerin dit bien sûr plus d'oboles, donc plus de sous dans les caisses. Donc on a vu se développer avec le Moyen-Âge, non seulement où les églises se sont mis à multiplier les reliques prestigieuses, mais il y a eu toute une espèce d'arnaque qui s'est fait autour de ces reliques. En chaque église s'inventait des reliques de la croix, des reliques du manteau de Jésus ou ses sandales ou peu importe, parce que c'était les reliques bien sûr qui étaient les plus populaires, celles de Jésus. Et là, j'en viens à mon actualité, donc on retrouve à travers l'Europe principalement énormément d'églises et de cathédrales qui ont des reliques qui sont prestigieuses. La plus prestigieuse, bien sûr, c'est la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin en Italie, qui possède, selon la culture, la tradition religieuse et chrétienne, qui possède le linceul, le suaire de Jésus. On a déjà fait une émission d'ailleurs sur ce sujet-là, sur le linceul de Jésus. Est-il authentique ou non? On se rappellera que dans les années 80, une datation carbone 14 semblait plutôt opter vers une falsification qui aurait été réalisée quelque part entre 1280 et 1360, grosso modo. Mais éventuellement, cette datation carbone 14 a été sérieusement remise en question. Quoi qu'il en soit, ça demeure la relique la plus prestigieuse, le linceul du Christ, qui est conservé à Turin en Italie. Mais il y en a d'autres, et en particulier à Rome, il y a de très nombreuses églises et cathédrales qui ont des reliques prestigieuses. Et l'une d'entre elles est l'église Santi Apostoli à Rome, où on retrouve notamment, depuis le 6e siècle, des reliques. En fait, ce sont des bouts d'os qui auraient appartenu à Saint-Joseph. Pas Saint-Joseph, pardon, à Saint-Philippe. Saint-Philippe. Okay. Et Saint-Philippe, c'était selon la tradition chrétienne, c'était le frère de Marie-Madeleine. Et aussi, on aurait des reliques, on aurait en fait un morceau du fémur de Saint-Jacques. Saint-Jacques, on dit aussi parfois Saint-Jacques le Jeune, selon la tradition chrétienne, aurait été le frère de Jésus. Donc, on a ici deux personnages très importants qui sont en fait parmi les premiers apôtres du Christ. Donc, les premiers fidèles qui ont accompagné Jésus dans son ministère, on retrouve Philippe et Jacques. Et là, on a donc dans la cathédrale Santi Apostoli ces reliques que l'on présente au public, qu'on présente aux fidèles comme étant les reliques de ces personnages importants. Et c'est vrai que l'Église se montre toujours très réticente à permettre des analyses scientifiques sur les reliques parce que, tu le comprends, c'est un couteau à double tranchant. Si l'analyse scientifique montre que la relique est authentique, bien sûr, ça va susciter davantage d'intérêt auprès des fidèles. Mais si on démontre que la relique est fausse,
la ferveur va être moins grande pour l'avenir. Et donc, dans le cas présent, on a permis, donc l'Église Santi Apostoli à Rome a permis à un groupe de chercheurs de l'université Groningen aux Pays-Bas d'analyser les reliques qui sont conservées là, quelque part dans une espèce de crypte sous l'Église. Donc, ils ont sorti les ossements. Ils ont déterminé effectivement que c'était des ossements qui étaient très, très anciens. On a procédé à des analyses au carbone 14 sur ce morceau de fémur que l'on dit être le fémur de Jacques, frère de Jésus. Et malheureusement, l'analyse au carbone 14 a donné une fourchette qui va entre 214 et 340 après Jésus-Christ. Donc, trop jeunes, si je puis dire, pour être des ossements de ses premiers fidèles, des premiers apôtres qui ont accompagné le Christ, et encore moins, bien sûr, de son soi-disant frère Jacques. Donc, on croit qu'à partir du 2e, 3e siècle à peu près, comme on le sait, les chrétiens étaient persécutés par Rome. Il y a eu de très nombreux martyrs chrétiens qui étaient jetés dans des fosses communes. On croit que les ossements qu'on présente au public comme étant les ossements de Jacques et de Philippe pourraient être des ossements de martyrs chrétiens qu'on aurait récupérés dans des tombes chrétiennes au 2e, 3e ou peut-être même au 4e siècle, qui auraient ensuite transité vers Constantinople. Donc, ce n'étaient pas des reliques des apôtres, mais des reliques de martyrs chrétiens qui auraient transité par Constantinople pour finalement aboutir à Rome. Et le folklore s'ajoutant là-dedans et le désir de croire, on s'est mis à présenter ces reliques comme étant celles de Philippe ou de Jacques. Mais bon, l'analyse au carbone 14 montre que la relique de Saint Jacques ne sont pas sont trop jeunes pour être ceux du frère de Jésus. On n'a pas procédé à une analyse au carbone 14 sur, on a une espèce de tibia et un pied momifié. Là. Ça, ce sont les restes que l'on a de Philippe. On n'a pas procédé à une analyse au carbone 14 sur ces ossements. Donc, on ne sait pas leur âge précis. Mais évidemment, ce qui intéressait le public le plus, c'était les os de Saint Jacques, puisque Saint Jacques serait, selon la tradition chrétienne, le frère de Jésus, même s'il y a une espèce de... comment je pourrais dire, une contestation, une hésitation là-dedans, parce qu'on ne sait pas trop. Hein. On se dit, la virginité de la Vierge Marie, Jésus peut-il avoir des frères ou non? Alors que pourtant, dans certains écrits religieux, on parle ouvertement que Jacques était le frère de Jésus. Donc, il y a toute cette controverse-là, mais néanmoins, selon une certaine tradition, il aurait été le frère de Jésus, mais malheureusement, les ossements conservés à l'église Santi Apostoli de Rome ne sont pas des reliques authentiques. Est-ce que l'Église est toujours encline à ce qu'on fasse ce genre de test-là sur ces trucs-là? Parce qu'on va se le dire, ça attire une certaine classe touristique, là. Il y a énormément de tourisme autour de ça. Advenant le coup où on fait faire des tests sur tout, on s'aperçoit que à peu près tout ce qui est présenté n'est pas nécessairement ce qu'on pensait au départ. Il y a moins de monde qui vont se présenter. Tu as tout à fait raison. Et c'est un peu ce que j'expliquais. Donc, l'Église est toujours un peu réticente à faire ce genre d'analyse-là. D'ailleurs, le suaire de Turin, par exemple, il est présenté au public lors d'occasions exceptionnelles. Ouais. Et, si on fait, par exemple, une échelle statistique, on le présente à peu près au public une fois toutes les 20 ans, lors d'événements exceptionnels. Donc, on l'a présenté à un moment donné à deux années d'intervalle. En 1998, par exemple, on l'a présenté au public parce que ça marquait le 100e anniversaire des premières photographies du suaire qui avaient révélé l'image négative du personnage que l'on dit être Jésus. Donc, on avait fait une espèce d'ostension publique à ce moment-là. Et puis, 2 ans plus tard, c'était l'année 2000. Donc, pour souligner l'année 2000, on avait procédé à une nouvelle ostension du suaire. À chaque fois où le suaire est présenté au public, Yannick, ça attire quelque chose. Là, au dernier chiffre, là, on parle entre 2 et 3 millions de fidèles qui se déplacent pour voir la relique. Et là, donc, tu comprends, à partir du moment où on a procédé aux analyses au carbone 14, en 1988, qui avait déterminé que le suaire était peut-être, entre guillemets, une fraude médiévale, l'Église perdait, d'une certaine façon, un objet de ralliement. Les gens allaient à l'Église, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, et bien sûr, ça apportait des sous dans les coffres de l'Église. Et là, à partir du moment où on nous dit, finalement, ce n'est peut-être qu'une fraude, l'Église avait joué un coup de dé. Mais elle a été chanceuse dans la mesure où, rapidement, le suaire qu'on croyait mort de sa belle mort, on s'est dit, finalement, c'est rien d'autre qu'une guenille. On l'applie, puis merci, bonsoir. Mais non, rapidement, des scientifiques, de manière assez fondée, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais de manière assez fondée, ont émis des doutes
sur l'analyse au carbone 14, en disant, ouais, mais bon, on n'avait peut-être pas si bien nettoyé les fibres du tissu comme on l'a prétendu. Le suaire avait été quelque part, je crois que c'est en 1534, il était gardé à ce moment-là à Chambéry, du côté de la France. Il y avait eu un incendie dans l'église où il était conservé. Et c'était une église qui appartenait à la famille de Savoie, et qui étaient les propriétaires du suaire à ce moment-là. Et comme le suaire avait failli être brûlé, les flammes s'étaient attaquées au reliquaire, une goutte le reliquaire était en plomb et une goutte de plomb fondu, le suaire était replié à l'intérieur, un peu comme on plie des draps, donc en 8, 10, 12, là, dans plusieurs épaisseurs. Et donc, une goutte de plomb du reliquaire qui s'est fondu et qui est tombée sur le tissu. Elle a passé à travers le tissu de part en part. Donc, quand on voit le suaire aujourd'hui, on voit que l'image du personnage frontal et dorsal de ce que l'on dit être Jésus, on voit qu'il y a des trous qui sont à peu près à la hauteur de chaque côté des jambes et à la hauteur des coudes à peu près. Ça, c'est dû au fait qu'il était comme plié, un peu comme une ribambelle, quand les enfants découpent une pièce de papier, puis après ça, on l'étire. Bon, on a fait une ribambelle, notre goutte de plomb qui a percé les différentes épaisseurs du tissu. Lorsqu'on l'a déployé, évidemment, le suaire était percé à plusieurs endroits, mais miraculeusement, le visage du personnage ou la partie principale du corps n'a pas été brûlée, n'a pas été détruite par cette goutte de plomb. Mais comme le reliquaire, à partir du moment où le tissu a été brûlé, il y a eu une augmentation du carbone à l'intérieur du reliquaire. Certains ont émis l'hypothèse, est-ce que c'est l'exposition longue du suaire à cette augmentation du carbone à l'intérieur du reliquaire aurait pu influencer les analyses au carbone 14? Donc, tout ça, certaines ont été complètement rejetées comme étant des arguments farfelus. D'autres ont été acceptés en disant, c'est peut-être pas fou, c'est peut-être vrai, il faudrait procéder à de nouvelles analyses. Mais tout ça pour te dire que le fait que cette controverse-là s'est rapidement mise en place, le suaire a survécu à sa mort annoncée. Donc là, on s'est dit, finalement, il est peut-être pas faux, il est peut-être vrai, c'est peut-être l'analyse qui est pas bonne. Donc, à ce moment-là, le suaire a pas pris trop de plomb dans l'aile, et aujourd'hui, il continue d'attirer la ferveur des chrétiens, des fidèles, et lors de ces ostensions publiques, évidemment, ce sont des millions de gens qui défilent pour le voir. Donc, l'Église est très réticente parce que, bien sûr, prouver qu'une relique est fausse, ça lui fait perdre de sa valeur auprès de l'engouement des fidèles, mais en même temps, l'Église tient à bien préciser que ce type de relique ne doit pas être une incitation à la foi. C'est-à-dire que si l'Église dit, vous croyez dans les paroles, dans les évangiles, vous croyez dans la parole du Christ, que le suaire de Turin soit authentique ou non, ça ne doit pas rien changer à la foi chrétienne. C'est vrai, mais en même temps, on vit quand même dans un monde matérialiste, un monde d'autant plus critique avec la science, l'avènement des sciences rationalistes. On aimerait bien avoir une preuve matérielle, quelles que soient nos obédiences. On se disait, est-ce qu'il peut y avoir une preuve matérielle de l'existence de ce Jésus historique, dont on avait d'ailleurs fait une émission il y a 2 ans où on avait justement parlé, est-ce que oui ou non, il y a vraiment eu un Jésus historique, qui est encore un sujet de controverse. Mais on comprend qu'il y a une espèce d'engouement autour de ça. Moi, le premier, je l'ai vu, le suaire de Turin, alors quand on tournait à la recherche des reliques saintes, je suis allé à Turin, j'ai eu la chance de voir le suaire de Turin. Je te le dis, Yannick, je me définis comme un athée, mais c'est une pièce qui est renversante. Quand tu es devant, j'ai fait une entrevue d'ailleurs pour les gens qui ont vu l'épisode du suaire de Turin dans la série À la recherche des reliques saintes. Je fais une entrevue avec M. Barbaris, qui est l'un des historiens du suaire et un peu le conservateur du musée du suaire à Turin. Donc je fais une entrevue avec lui, on voit juste derrière lui le suaire de Turin qui est complètement détendu sur un cadre. C'est une pièce qui est magnifique. Je peux comprendre que les fidèles soient un peu hypnotisés par cette relique, qu'elle soit vraie ou fausse, elle est quand même remarquable. 18h39, vous avez des choses à nous dire, c'est au 418-670-9098, ça fonctionne par texto. On fait tout de suite une petite pause, mon cher Christian, et on vient. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X.
18h42, on est vendredi 12 mars 2021. On vous souhaite de passer une belle soirée à l'antenne de Choix 98.1 Radio X. Merci d'être là. On entame bien le week-end avec Christian Page et ses histoires formidables. Et ce soir, le sujet de la soirée, c'est l'écrasement d'OVNI à Carp. Oui, donc on s'est blindé un peu durant la pause. Je pense que tu as mis un lien YouTube. Oui. Pour qu'on puisse voir une vidéo. Donc, on va revenir un peu sur l'histoire de cette vidéo. Et moi, de mon côté, j'ai mis quelques documents qui sont liés à cette histoire d'écrasement d'OVNI à Carp, mais on l'appelle aussi l'affaire du gardien. Et ce soir, il n'y a pas de capsule audio parce que le témoin principal, c'est moi-même. Donc, je vais te raconter l'histoire de l'intérieur, puisqu'il y a 30 ans maintenant, j'ai été parachuté, bien malgré moi, dans cette histoire qui continue de faire couler énormément d'encre, qui continue de fasciner des gens du milieu des ovnis. On essaie de rendre cette histoire-là beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'est en réalité. Et je dois t'avouer, il y a quelques mois, une télévision de l'Ontario m'a contacté pour me dire, 30 ans après, on veut faire un truc sur quelle est l'identité de Guardian. D'ailleurs, ce soir, je vais vous la révéler, l'identité de Guardian, parce que je la connais. Donc, on va parler qui est ce Guardian. Mais bon, c'est une histoire d'OVNI. Et là, donc, il y a ce réseau de télévision qui me contacte en me disant, on veut faire un truc sur Guardian. Et comme j'ai les documents originaux, j'ai été contacté j'étais l'une des personnes contactées originalement par ce Guardian. J'ai les rapports de la police, tout ça. Je lui ai envoyé ces documents, mais au cours des échanges qui ont suivi, j'ai senti de leur côté qu'il y avait une espèce de volonté de traiter cette histoire-là de manière un peu sensationnaliste. Donc, j'ai préféré me retirer. J'ai peut-être eu tort, j'ai peut-être eu raison, l'avenir nous le dira, parce que bon, leur reportage, là, Who Was Guardian, qui était le gardien, n'a pas encore été diffusé. Peut-être est-ce que j'ai été un peu paranoïaque et j'ai perçu que ces gens-là voulaient faire un truc un peu trop sensationnel. Je ne sais pas, on verra, mais bon, je vais aujourd'hui, donc c'est notre sujet du jour, cette histoire de Guardian qui a commencé il y a pour moi une trentaine d'années. C'était en février, la première fois, c'était en février 1990 où j'ai eu le premier contact avec ce Guardian. Donc, t'es prêt, moi, Yannick? Allons-y, cher ami. Donc, je te ramène, écoute, ça me rajeunit pas, là, mais je te ramène en février 1990. Ah, mais t'as commencé très jeune, c'est ça? Oui, c'était très jeune, quasiment à la couche. Oui, c'est voilà. Voilà. Donc, à l'époque, en 1990, naïvement, je dirigeais une organisation, un petit groupe de gens qui s'intéressaient aux phénomènes étranges et mystérieux qui s'appelait l'OCIP, qui voulait dire Organisation de compilation et d'information sur les phénomènes étranges. Donc j'avais créé cette organisation-là en sortant de l'université, un peu naïvement, je croyais pouvoir regrouper des gens autour de moi qui enquêteraient sur les phénomènes paranormaux, mais en faisant abstraction de leurs croyances, en se limitant à une espèce d'approche journalistique. On se contente que des faits, puis on met nos croyances de côté. Malheureusement, je sais aujourd'hui que ça fonctionne pas. Donc, les gens sont toujours motivés par leurs croyances, puis c'est bien difficile de demander aux gens de mettre leurs croyances de côté. Néanmoins, 1990, je dirige ce petit groupe-là. Mon nom circule, l'adresse de l'organisation, le case postal 143, Saint-Jean-sur-Richelieu, elle circule également on est bien avant, l'Internet débute à ce moment-là, mais il y a plusieurs publications, magazines, journaux, où on a présenté un peu le who's who, qui sont les gens importants du milieu de l'étrange et de l'insolite. Et mon nom figure parmi les 20 ou 30 personnes au Canada qui s'intéressent activement aux phénomènes étranges et mystérieux. Et donc, on est en février 1990, je reçois dans ma boîte postale une petite enveloppe jaune, 5 par 7 à peu près. Je déballe ça et ça contient 4 feuilles qui sont pliées en 2. Donc, 2 de ces feuilles sont un texte dactylographié et 2 autres de ces documents sont une espèce de carte, une photocopie d'une carte géographique avec des symboles, des marques dessus, et une autre montre une espèce de... C'est une photocopie, là, c'est pas une photo, c'est une photocopie où on voit une espèce d'extraterrestre, visage blanc, de type petit gris, avec une lampe de poche en main, qui semble marcher au milieu d'un champ. Bon, OK. Alors là, je commence à lire le document en question
Et là, l'auteur du document, il est anonyme à ce moment-là. Il n'y a pas de nom. Hein. C'est un document qui est complètement anonyme. Donc, l'auteur raconte que le 4 novembre 1989, donc quelques mois plus tôt, un ovni se serait posé à Mannion Corner. Ça, c'est un coin de rue. Il y a 8 maisons. Et ça se trouve en Ontario, entre la ville de Carp, qui est au sud d'Ottawa, et Carleton Place, qui est un tout petit village. Donc, on est situé entre les deux. Et là, il raconte que cet ovni aurait traversé le ciel de la région. Il aurait été pris en chasse par 3 hélicoptères, un Canadien, 2 hélicoptères américains. Et là, donc, l'objet se serait posé dans les marécages, toujours à cet endroit-là, à Mannion Corner. Et là, il aurait essuyé les tirs nourris de nos 3 hélicoptères qui auraient lancé des espèces de missiles qui, toujours selon l'auteur, contenaient un gaz neurotoxique qui s'appelait le Vexon. Gaz qui n'existe pas. C'est-à-dire, si tu regardes la liste des gaz neurotoxiques, il n'y en a pas de connu commercialement sous le nom de Vexon. Et là, on nous dit donc, l'auteur raconte qu'après ces événements-là, les hélicoptères se sont posés, les militaires ont pris d'assaut l'engin en question, ont pénétré à l'intérieur, et là, dans une espèce de poste de pilotage, ils auraient trouvé 3 créatures de type reptilienne, et ces créatures auraient été rapidement acheminées vers l'Université d'Ottawa pour être autopsiées par un médecin légiste qui travaillait pour le compte de la CIA. Quant à la machine elle-même, sous le couvert de travaux routiers, ponts et chaussées, là, tu vois le genre, on aurait transporté l'engin sous une bâche, on l'aurait transporté jusqu'aux installations souterraines qui se trouvent à Carp. C'est vrai qu'il y a là des installations pour les politiciens au cas où il y aurait une attaque nucléaire. Donc, on a des installations souterraines qui sont à Carp. Donc, l'objet aurait été envoyé à cet endroit-là pour qu'on puisse faire de la rétro-ingénierie ou comprendre un peu de quoi il s'agissait. Mais ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Hein. Ça tient dans 2 paragraphes. Le type, ensuite, l'auteur de ce document, il se lance dans une espèce de diatribe, une espèce de discours mystique, ésotérique, qui mélange à peu près n'importe quoi, un véritable délire. Hein. Et là, ça nous parle des Chinois, des extraterrestres, du contrôle mental. Écoute, j'ai quelques petites perles pour toi. Là, dans le document, on lit... L'implant extraterrestre utilise les mêmes principes de haute fréquence, à la différence que tout le mécanisme est miniaturisé et contenu dans le cerveau. Heureusement, ces implants peuvent être détectés par la technologie des scanners à résolution magnétique. Tout individu ayant reçu un implant extraterrestre est étiqueté comme un zombie. Ouf. Les zombies ont été programmés pour prendre prochainement le contrôle de l'humanité. Lorsque la Chine en aura fini avec Israël, elle envahira l'Europe au même moment des armes bactériologiques chinoises. Le COVID-19. Ouais, Actuellement, non, il ne mentionne pas, mais tu sais, quand tu dis ça, bon, des armes bactériologiques chinoises, on pense à ça. J'en ai connu des zombies, mais aujourd'hui, on les appelle les politiciens. Ouais, c'est ça. Donc, actuellement stockés dans l'espace seront lancés sur l'Arctique des vents transportant des maladies en Russie et en Amérique du Nord. En quelques jours, les morts se compteront par millions et les survivants devront composer avec les Chinois, les extraterrestres et les zombies. Donc, tu vois, écoute, on a 2 pages de ça, là. Le type, c'est littéralement lancé dans une diatribe complètement incroyable. Donc, il raconte ça. Donc, moi, je lis ce document-là et je dois t'avouer, Yannick, que presque toutes les semaines, je reçois des courriels ou des courriers, là, vraiment par la poste. Puis on le voit, là, dès que tu ouvres l'enveloppe et tu déplies les feuilles, certaines d'entre elles sont écrites de manière manuscrite à la main, même pas par ordinateur, rien. Là, on voit uniquement en regardant le style d'écriture, on voit qu'on est en présence de quelqu'un qui a clairement des problèmes de comportement, des problèmes mentaux. Dans le cas présent, dans le cas de Carp, les documents sont dactylographiés, tout ça, ça va. Mais quand on lit le contenu, ben on voit bien que le type, il s'est lancé dans une espèce de diatribe complètement folle. Donc, ma conclusion, à ce moment-là, là, en février 90, je lis ça, bon, ben, je dis, le type est complètement cinglé, puis je mets ça de côté. Mais je peux déjà dire, à la lecture du document, que quelle que soit l'identité du personnage, c'est très certainement un Canadien.
parce que, bon, dans un premier temps, ces mesures sont en mètres et non pas en pieds. Il parle de Mannion Corner, il semble bien savoir, il décrit l'environnement, donc il semble connaître l'endroit en question. Il est au courant qu'il y a à Carp des installations souterraines et l'enveloppe a été postée depuis Ottawa. Donc, tous ces éléments-là m'amènent à dire, bon, le type qui a envoyé cette enveloppe-là, c'est probablement quelqu'un qui habite la grande région d'Ottawa. Maintenant, pourquoi ces documents-là? Qu'est-ce qu'ils visent par ce contenu-là? J'en ai pas la moindre idée. Donc, je mets ça de côté. Pour moi, l'affaire, elle est un peu réglée. C'est du délire. Mais, bon, j'ai gardé les documents et arrive l'été, et là, je dois me rendre à Ottawa pour d'autres raisons. Je me dis, bon, tant qu'à me rendre sur place, je vais ressortir mes vieux documents de ce personnage anonyme et je vais essayer d'aller faire quelques vérifications. Donc, je me retrouve à cet endroit. Je retrouve Mannion Corner. Écoute, comme je t'ai dit, c'est vraiment une intersection où il y a à peu près 8 maisons. Je me rends compte, au gré de mon investigation, là, on est à l'été de 90, je me rends compte qu'effectivement, le type qui a écrit le document semble bien connaître l'endroit. Dans sa lettre, il donnait des références géographiques, références que j'ai retrouvées. Mais bon, il n'y a aucune trace de quelconque crash d'ovni, rien. J'interroge des gens qui habitent autour. Il n'y a personne qui a vu la moindre activité suspecte. Là. Pas d'hélicoptère, pas d'ovni, pas de travaux de ponts et chaussées, pas d'évacuation d'extraterrestres ou d'ovnis, sauf une personne. Donc, je me trouve sur une petite route qui s'appelle Corkery Road, qui fait partie, en fait, des 2 routes qui forment l'intersection. Et là, il y a une dame, Diane Nebanek. Lorsque je lui parle de cette histoire, évidemment, je lui disais, est-ce que vous avez vu quelque chose, entendu? Et là, elle me raconte, elle me dit, oui, effectivement. Le 4 novembre 1989, donc à la date donnée par mon correspondant anonyme, elle me dit qu'elle aurait aperçu au-dessus de sa maison une espèce de lumière blanche clignotante qui aurait traversé le ciel à basse altitude. Et là, elle ajoute, elle dit, peu après, j'ai entendu le bruit d'hélicoptères. Elle dit, je ne sais pas combien il y en avait, 2, 3, 4, 5, mais il y avait plusieurs hélicoptères. Les appareils volaient à très basse altitude, leur phare avant était allumé, comme s'ils cherchaient quelque chose, et j'ai vu ces objets, donc ces engins, ces hélicoptères, je les ai vus disparaître au-delà du boisé, où se trouvent les marécages, et bon, j'ai rien vu d'autre. Elle avait l'impression, m'a-t-elle dit, que ces engins-là, les gens qui pilotaient ces appareils-là, ces hélicoptères, cherchaient quelque chose. Est-ce que c'était lié à la petite lumière qu'elle avait observée quelques minutes plus tôt? Elle ne saurait le dire. Mais c'est quand même curieux. Donc, on a cette Diane Nebanek qui me raconte cette histoire-là, mais elle est le seul dans le voisinage à raconter cette histoire-là. Personne d'autre, ses voisins, n'ont rien vu ni rien entendu de tout cela. Donc, elle raconte cette histoire-là. J'en prends note, mais bon, l'affaire s'arrête pour moi à peu près à ce moment-là. Donc, je mets ça de côté, je prends quelques notes dans un dossier, je dis, bon, l'auteur, je me fais un dossier, je dis, bon, ça semble effectivement venir de la région. J'ai pu vérifier certains éléments d'ordre géographique qui m'amènent à penser qu'il connaissait bien l'endroit, mais l'affaire s'arrête là. On ne peut pas aller plus loin que ça. Mais peu importe l'auteur du document, lui, il avait décidé de ne pas en rester là. Tant et si bien qu'un an plus tard, on est en septembre 91, à ce moment-là, je reçois une autre enveloppe. Et là, écoute, là, on tombe dans le gros, là, c'est du solide. Donc, je reçois le document en question. J'en ai mis d'ailleurs sur la page de Radio X-Files, j'ai mis quelques documents. Donc, dans ces documents-là, il y a, dans un premier temps, il y a 4 pages de documents, d'un document qui est dactylographié. Ce qui est assez amusant de ce document-là, c'est que l'auteur l'a comme caviardé, pour dissimuler, censurer des passages, comme pour nous donner l'impression qu'on est en présence de documents comme on en retrouve des documents officiels, qui sont souvent caviardés de cette manière-là pour qu'on ne lise que quelques phrases. Mais lui, de la façon dont il a fait ça, il a dissimulé des phrases, mais pour que les phrases qui soient encore visibles donnent un peu un poids à son histoire. Donc, il cache le document, mais les phrases qui sont pas dissimulées, c'est « Le monde doit mourir. Armageddon doit arriver avant les extraterrestres. » Alien forces exist. Ouais, Dieu, le Messie, Jésus-Christ, le monde va renaître comme un phénix de la guerre thermonucléaire. Une soif sexuelle, il parle des extraterrestres, il dit, elles ont une soif sexuelle insatiable. J'espère que c'est des filles. Ouais, leurs femmes préfèrent des partenaires humains.
Les gris sont une race génétiquement modifiée et créée à partir de fœtus humains. C'est Raël qui a fait ça? Et là, donc, on a ce document qui est quand même assez amusant. Avec ce document-là écrit, il y a d'autres éléments. Hein. Il y a 2 photographies, dont l'une montre une espèce de vortex et une autre montre ce qui semble être un extraterrestre agenouillé dans une espèce de champ de maïs. Donc, j'ai mis la photo sur le site de Radio X-Files. Donc, les gens veulent voir ce merveilleux cliché. Et là, avec ça, écoute, il y a toutes sortes de documents. Il y a un autre document qui est plus complexe. Et là, il y a comme des espèces de logos, des symboles. Notamment, on retrouve le signe de la franc-maçonnerie avec des réflexions du genre « Voici le logo de l'organisation qui travaille avec les extraterrestres au Canada. » Et là, il y a comme des croquis qui montrent un atterrissage d'OVNI, bon, toutes sortes de trucs. Et là, quand tu prends connaissance du document, l'auteur, qui cette fois se donne un nom, hein, il se présente comme étant The Guardian, le gardien. Il dit appartenir à une confrérie, la confrérie du Saint Graal, donc une confrérie qui est absolument pas connue dans les milieux mystiques ou ésotériques. Et là, il raconte que le 18 août 1991, il y aurait eu au même endroit à peu près l'atterrissage d'un autre ovni. Mais là, on ne parle pas d'un écrasement, on ne parle pas d'une attaque, mais d'un atterrissage volontaire avec apparemment un échange de bons procédés. Et là, là, c'est comme le bout super le fun. Il y a une vidéo cassette avec ça. Ouh. Et là, donc, on a une vidéo cassette VHS sur laquelle il y a comme une étiquette vert avec l'empreinte d'un pouce. Et là, c'est simplement marqué Guardian. Donc, tu comprends, rapidement, je prends la cassette, je la mets dans mon magnétoscope. Et là, on voit, je vais apprendre plus tard qu'il y a plusieurs versions de la vidéocassette qui ont circulé. La mienne, ma version, elle a une bande son. Mais tu as mis sur le site de Radio X-Files un lien où les gens peuvent voir l'intégralité de ce film-là. Donc, il dure à peu près 1 minute et demie, sauf que la version qui est en ligne, c'est une version sans son. Parce je vais découvrir dans mon enquête que d'autres personnes qui ont reçu le même contenu, eux aussi ont reçu une vidéocassette, mais pour une raison inconnue. Dans certains cas, il y a une bande-son et dans d'autres cas, il n'y a pas de bande-son. La mienne avait une bande-son. Donc, quand on mettait la vidéo, on entend au début une espèce de son qui est le souffle, je dirais, du vidéaste. On l'entend respirer fortement, comme s'il était essoufflé. La caméra, c'est visiblement une caméra portée, donc il s'approche vers l'objet qui s'est posé. Au début, ce que l'on voit, et c'est un peu ce qu'il explique, les militaires auraient utilisé soit un feu de broussailles ou des fusées éclairantes pour marquer l'endroit. L'OVNI serait arrivé et se serait posé tout près. On ne voit pas arriver l'OVNI sur la bande vidéo. Hein. Il y a comme une espèce d'interruption. On voit au départ le feu de broussailles ou le feu des fusées éclairantes. Il y a une espèce de coupure et ensuite, là, l'image qui suit, on voit toujours cette espèce de feu de broussailles et on voit à la droite un objet dont on devine simplement une silhouette sur laquelle il y a une espèce de lumière, un strobe qui clignote rapidement. Et en fonction de l'image tournée par le vidéaste, parfois l'objet semble plus lumineux qu'à d'autres moments, mais on ne voit pas vraiment la forme de l'objet. Donc l'image, le film au complet dure à peu près 1 minute et demie. Donc, il y a cette vidéo-là et il y a aussi d'autres éléments dans l'envoi en question. Il y a notamment des cartes à jouer. Il y a un roi de cœur, un as de pique et un joker. Et là aussi, sur ces cartes à jouer, il y a des espèces de réflexions ésotériques, mystiques. Bon, tout ça est un peu surréaliste. Si je regarde ça, je me dis, bon, c'est quand même un peu étonnant. Et là, Guardian n'en donne pas beaucoup plus que ça. Ça, c'est l'information qui nous est livrée. Il ne parle pas de lui. Et encore une fois, on retrouve dans son contenu, au-delà de la description de l'événement lui-même, les quelques extraits que je t'ai parlé, on retrouve aussi le même discours un peu fantaisiste concernant les Chinois, les extraterrestres, les reptiliens, tout le reste, une espèce de conspiration gouvernementale. Donc,
pour moi, même si cette fois-là, j'ai un nom à mettre sur l'auteur anonyme, hein, de Guardian, je mets ça de côté, puis je dis, bon, merci, bonsoir, on n'en parle plus, c'est terminé. Et les mois passent, l'affaire reste un peu comme ça sur la glace. Pour moi, je suis complètement ailleurs. Et là, on arrive en mars 1992. Je te le dis, Yannick, c'est une histoire pleine de rebondissements. On est en mars 92. Et là, il y a une conférence qui se donne à Bordentown, au New Jersey. C'est organisé par l'organisation américaine MUFON, le Mutual UFO Network, qui est encore aujourd'hui, même si elle a perdu un peu de son lustre, qui à l'époque a quand même été la plus importante organisation d'enquête sur les ovnis. C'est une organisation d'amateurs d'ovnis, pas forcément très objective, mais ce sont des passionnés. Et donc, ils sont divisés, il y a différentes associations. Hein. Le groupe lui-même, c'est le MUFON, mais ils ont des chapitres. Il y a MUFON Connecticut, MUFON Massachusetts. On a même un MUFON Québec. J'ai été, moi, pendant quelques temps, le directeur de MUFON Québec. Donc, cette organisation, donc le MUFON, le chapitre New Jersey, organise un congrès sur les ovnis qui doit durer quelques jours. Et c'est organisé par un type qui s'appelle Pat Marcatillo. Et là, lui, on m'invite, on me dit, bon, mais Monsieur Page, on aimerait ça que vous veniez faire une présentation. J'accepte l'invitation. Je vais faire une conférence sur les écrasements d'ovnis. Donc, à ce moment-là, Yannick, l'histoire de Carp, là, pour moi, c'est enterré, là. C'est plus dans mes préoccupations. C'est déjà un dossier qui est vieux de plusieurs mois. J'ai mis ça de côté. J'ai dit, bon, ça, c'est des délires. Donc, je me rends là-bas. Et je suis accompagné à ce moment-là de l'ésotérisme Richard Glenn expérimental. Merci, Christian, de parler de moi aujourd'hui. C'est bien, merci. Oui, donc Richard Glenn m'accompagne. Lui, il est là pour tourner des images, pour alimenter sa série Ésotérisme expérimental, qui à ce moment-là est présentée sur le câble, et moi pour faire ma conférence. Évidemment, on se tient ensemble, on est les deux Québécois au pays des Américains là, à faire nos trucs. Donc, j'arrive là-bas, je fais ma conférence, et en faisant cette conférence, bien sûr, comme la thématique est les écrasements d'ovnis, ben, j'évoque en conférence, presque à la blague, l'histoire de Guardian, Carp, la vidéo de l'ovni, les photos de l'extraterrestre, qui est visiblement un enfant avec un masque d'Halloween dans le visage. Donc, je raconte ça un peu à la blague. Et immédiatement après ma présentation, je suis accosté par un type un peu louche qui s'appelle Bob, pour les intimes, Bob Exler. Le type se présente comme un ancien ingénieur qui aurait travaillé pour le Goddard Space Center. Il aurait travaillé sur des programmes secrets liés aux missions spatiales. Mais le personnage est un peu louche. Et là, il me dit que lui aussi, il a reçu de ces documents de Guardian. Et là, visiblement, lui, il est très enthousiaste par ça. Alors là, il me demande, est-ce qu'on peut se retrouver après la série de conférences? Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans sa chambre d'hôtel? Parfait, donc on se donne rendez-vous. Et là, écoute, je me retrouve dans la chambre d'hôtel. On est 4 ou 5 personnes. Je crois de mémoire que Glenn m'avait accompagné. Donc, Glenn est là dans la pièce avec nous. Et là, ce Bob Exler, tout à fait excité, sort ses documents de Carp. Là, je m'aperçois que ces documents ne sont pas exactement les mêmes que moi j'ai reçus. Il y a des variantes dans ces documents, et dont notamment la fameuse vidéocassette, la sienne, qui présente les mêmes images, mais la sienne n'a pas de bande-son. Alors que sur la mienne, on entendait le souffle du vidéaste et on entendait au loin des chiens qui jappaient. Lui, la sienne est complètement silencieuse, mais ce sont les mêmes images. Et là, Bob Exler est visiblement presque extatique devant ça, là. C'est presque une espèce d'orgasme. Il trépine sur place. Et moi, je lui dis, mais écoute, c'est les délires d'une espèce d'illuminé qui a envoyé ça. Il n'y a rien là-dedans. Mais lui, il n'est pas de cet avis-là. Et il me raconte qu'il a pris cette vidéo, d'ailleurs, qu'il l'a présentée, qu'il l'a proposée à un type aux États-Unis qui s'appelle Bruce Maccabee. Et que Bruce Maccabee, qui est reconnu dans le milieu des amateurs d'ovnis comme un spécialiste de l'optique, il aurait travaillé pour la US Navy, il aurait accrédité certains films ou photographies d'ovnis, mais il a été aussi impliqué dans une espèce de canular épouvantable. On est en 1987-88, il y a un type en Floride qui s'appelle Bruce Ed Walters, qui a photographié des ovnis au-dessus de Gulf Breeze. Et au premier coup d'œil, tu vois bien que ce sont des maquettes suspendues
rendu à des fils. Et là, Bruce Maccabee, à l'époque, avait cautionné ces images-là en disant ce sont des images authentiques, il serait impossible de reproduire ça. Et on va découvrir par la suite qu'il y avait une espèce d'entente financière entre lui, Ed Walters, le MUFON, pour publier un ouvrage, pour se séparer la rentabilité du livre en question. Donc, une affaire un peu louche et un peu en dehors du bon éthique scientifique. Et là, Bob Exler me dit, j'ai présenté la cassette à Bruce Maccabee, il m'a dit que c'était super intéressant. Et là, moi, je lui rappelle que Bruce Maccabee, il a plus le panache qu'il avait eu autrefois et depuis cette histoire de scandale avec les photographies de Gulf Breeze. Mais ça change rien. Et là, je vois que pour ce Bob Exler, la vérité passe en second. Il a clairement l'intention de faire de cette histoire-là son nouveau Roswell à lui. Tu sais, l'histoire qui va le rendre riche, c'est cette histoire-là. Alors qu'il n'y a rien là-dedans, simplement les délires d'une espèce d'illuminé. Donc, je quitte la chambre, je suis un petit peu écœuré. Et j'ai l'impression d'être le pauvre gars qui s'est retrouvé pendant 2 heures dans vol au-dessus d'un nid de coucou. Là. Tu vois, les gens qui étaient là dans la pièce, c'était tous des vendus ovnis. Puis là, ils regardaient ces images-là. Puis moi, j'ai toujours vu dans ces images-là, c'est drôle à dire, dès le premier visionnement des images, j'ai toujours eu l'impression que ce qu'on voyait, c'était un camion de type pick-up, avec une lumière en arrière. Ouais. C'est toujours ça que j'ai eu. Puis encore aujourd'hui, je regarde ces images-là, puis je revois encore la silhouette du pick-up truck. Même si, tu vas le voir, une enquête menée par la GRC ne conclut pas dans ce sens-là, mais moi, je vois toujours le même maudit pick-up truck. Mais finalement, bon, je quitte la chambre, et l'affaire reste là. Quelques mois après, là, on est rendu en mai 1991, je reçois un appel de ce Bob Exler, et là, lui, il me dit, toujours avec le même enthousiasme, il me dit, écoute, je vais aller me rendre à Card, dans la région de Card, puis je vais mener mon enquête, puis je vais vérifier tout ça, puis on sent cet enthousiasme. Et là, il me demande de me joindre à lui pour mener cette investigation, ce que je décline. Parce que, comme je l'ai mentionné, à partir de notre rencontre dans cette chambre d'hôtel au New Jersey, j'avais clairement l'impression que j'étais en présence d'une espèce de manipulateur, un escroc qui voulait tirer un profit financier de toute cette histoire-là, et peu importe là où l'investigation le conduirait. Donc, je décline l'offre, il se rend quand même sur place. Il y a des amis à moi qui sont membres de la communauté ufologique, dont notamment un type qui s'appelle Tom Theophanous, que je connais bien, qui dirigeait à ce moment-là le MUFON Ontario. Donc, il va se joindre à lui. Il y a un type qui s'appelle Graham Lightfoot qui va se joindre également à lui, qui est un enquêteur sur les phénomènes ovnis, de la région également d'Ottawa, donc qui va se rendre sur place aussi. Donc, tout ce petit groupe de gens se retrouve à Cart, mais moi, j'y suis pas parce que pour moi, mon idée est faite sur notre bonhomme, notre Bob Exler, et quelles sont ses motivations. Donc, tous ces gens-là arrivent là. Bob Exler, on est à ce moment-là le 10 mai 1991. Donc, Bob Exler, avec tous ces gens-là derrière lui, entreprend de mener sa petite investigation. Et là, près de la maison de Diane Labanek. Tu te rappelles, cette Diane Labanek, c'est celle qui, en 1990, m'avait raconté qu'elle avait vu un ovni et des hélicoptères survoler sa maison. La seule témoin de l'incident de novembre 1989. Ouais. Donc, près de sa maison à elle, là, on est quand même 2 ans plus tard, près de sa maison, les enquêteurs vont trouver dans un champ des espèces de panneaux un peu artisanal, sur lesquels on peut lire, quelqu'un avec un pochoir a écrit comme les mots qu'on retrouve, c'est Defense Canada Killing Technology, Test Area, Keep Out, donc des trucs comme ça. C'est des panneaux en carton, là, avec ces mots-là écrits avec un pochoir. Et le type a dessiné, l'auteur, l'artiste, appelons-le comme ça, a dessiné la silhouette d'un char d'assaut, la silhouette d'un hélicoptère. Donc, on voit qu'il y a eu comme une activité dans ce champ-là, fait par quelqu'un qui essayait essayer de faire croire qu'il y avait eu des activités militaires, mais quoi qu'il en soit, comme on est tout près de la maison de cette Diane Labanek, et moi, j'avais informé Bob Exler, je lui avais dit que je m'étais rendu sur place à l'été de 90 et que je n'avais trouvé qu'un seul témoin, et qui était cette Diane Labanek, donc je lui avais donné l'adresse. Donc, comme on est tout près, Bob Exler décide, bien sûr, d'aller voir Diane Labanek.
Donc, il la rencontre, il est avec Tom Theophanous, Graham Lightfoot, donc tous ces gens-là sont ensemble, ils se rendent chez Diane Labanec, et crois-le ou non, elle a également été témoin de ce deuxième atterrissage d'OVNI, celui que l'on voit sur la vidéocassette de Guardian. Donc, elle leur raconte d'abord l'incident de 1989, novembre 89, lorsqu'elle dit « J'ai vu cette lumière passer au-dessus de ma maison, suivi des hélicoptères. » Et là, elle leur raconte qu'effectivement, en août 1991, comme le disait Guardian dans ses documents, elle était chez elle, elle venait de mettre ses enfants au lit, et là, elle a eu son attention attirée par des espèces de lumières à l'extérieur. Elle s'est précipitée vers la fenêtre. Et là, elle dit qu'elle a vu une espèce de feu de broussailles ou des fusées éclairantes. Et là, elle a vu un objet avec une lumière sur le dessus qui clignotait, qui s'est approché, qui s'est posé sur le sol. Donc, elle raconte une histoire qui est très semblable à la description, non seulement que Guardian a fait, mais qu'on retrouve sur la vidéo. Mais ce qui est assez louche, elle fournit des détails. Elle dit, par exemple, que sur l'OVNI, elle pouvait voir une espèce de symbole qui ressemblait à une éclair, qui avait sous l'objet des espèces de pods d'atterrissage. Or, si on se fie à son témoignage, à l'endroit où elle situe ce soi-disant atterrissage, il y a 700 mètres entre elle et le site d'atterrissage. Et comme ça se passe de nuit, c'est des informations, c'est des détails qu'elle n'aurait pas pu voir. Et c'est quand même curieux que ces détails-là soient mentionnés dans les documents de Guardian. Et quand on lui pose la question, si elle connaît Guardian, si elle s'intéresse aux ovnis, elle dit non, pas du tout, les ovnis ça m'intéresse pas, je ne connais personne dont le surnom est Guardian, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais c'est quand même curieux que son témoignage contienne des éléments qu'elle n'aurait pas pu voir et qui sont pourtant rapportés par le soi-disant Guardian. Donc dans les semaines qui suivent, Exler ne lâche pas le morceau, hein. Il rentre chez lui au Maryland. Nos ufologues canadiens qui l'ont accompagné dans cette petite virée ont été particulièrement dégoûtés de sa façon de faire. Hein. Il les interrompait lorsque eux voulaient poser des questions plus pertinentes ou essayer un peu d'être plus incisifs avec Diane Labanec. Il les a empêchés de poser ces questions-là. Il leur a même avoué que son objectif était de capitaliser sur cette histoire-là. Et il leur a dit... peu importe ce que vous allez dire, il y aura toujours 50% des gens qui vous croiront pas, 50% des gens qui vont vous croire. Ne vous préoccupez pas des gens qui ne vous croiront pas. Vous allez faire votre argent avec ceux qui vous croient, donc c'est eux que vous devez exploiter. Donc tu comprends que Tom Theophanous et Graham Lightfoot, qui sont des enquêteurs honnêtes, ont été dégoûtés par ça et ont quitté, sont retournés chez eux en coupant tous les liens qu'ils avaient avec Bob Exler. Mais lui, Bob Exler, comme son objectif est de faire de cette histoire-là son nouveau Roswell, s'en mettre plein les poches, il va réussir à convaincre Diane Labanec, puisqu'elle dit que des hélicoptères ont survolé sa maison, elle dit qu'un ovni est passé au-dessus de sa maison, il réussit à la convaincre de porter plainte auprès de la Gendarmerie royale du Canada. Il faut savoir qu'au Canada, dans des régions rurales, on ne peut pas survoler une habitation à moins de 500 pieds, donc 150 mètres. Donc, il est interdit de survoler en dessous de cette altitude. Or, Diane Labanec raconte que les hélicoptères ont littéralement frôlé sa toiture. Donc, Bob Exler la convainc qu'elle porte plainte auprès de la Gendarmerie royale du Canada. C'est ce qu'elle fait. Mais, en fait, la visée de Bob Exler est beaucoup plus pernicieuse que ça. Son idée, c'est d'impliquer les services d'enquête fédéraux parce que ça va donner du crédit à son histoire et il va pouvoir la vendre. Et il va pouvoir la vendre à nul autre que Unsolved Mysteries. Donc, Bob Exler, fort de cette plainte déposée devant la GRC par Diane Labanec, réussit à convaincre le réseau américain CBS de produire un volet sur l'histoire de Guardian. Et bien sûr, il y a une entente financière qui est établie entre lui et la fameuse série d'Unsolved Mysteries. À la mi-octobre 92, l'équipe d'Unsolved Mysteries débarque, bien sûr, à Marion Corner. Ils vont s'entretenir avec Diane Labanec, qui demeure le seul témoin de ces événements-là. Et donc, ils vont faire une espèce de topo sur l'affaire de Guardian et ils vont présenter la fameuse vidéo en question avec une reconstitution des événements. Et la vidéo, ainsi que leur topo, il est présenté en février 1993
C'est l'épisode 16 de la saison 5 d'Unsolved Mysteries. Et tu comprends que là, à ce moment-là, ce qui n'était jusqu'alors qu'une petite histoire d'OVNI sans grand intérêt, moussée par un individu un peu malhonnête, mais que tout le monde rejetait comme étant une simple falsification, un canular, passe soudainement d'un vulgaire fait divers à une histoire d'OVNI super intéressante avec une espèce de diffusion nationale, sinon internationale, à travers Unsolved Mysteries. Donc, Guardian vient de gagner ses lettres de noblesse. Et ça, c'est un peu malheureux. Et là, donc, on présente ça. Et depuis cette présentation, ben, il y a plein de gens qui continuent de voir cette histoire-là comme étant inexpliquée, mystérieuse. Mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Ben, heureusement ou malheureusement pour eux, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a des dessous de cette histoire-là qu'on connaît aujourd'hui et qui déboulonnent en fait toute l'histoire, mais qui n'ont jamais été rendus publics par les amateurs d'OVNI et qu'on ne voit pas non plus dans Unsolved Mysteries et qui donnent un autre son de cloche à toute cette histoire-là. Donc, on a fait du cherry picking. On a monté une histoire parce qu'on voulait qu'elle tourne comme ça, cette histoire. Ouais, c'est ça. Et là, écoute, je ne sais pas si tu vas aller à la pause là. On va en faire une, mon ami. On va en faire une parce qu'après la pause, écoute, on revient avec le petit extrait d'Unsolved Mysteries. Et écoute, je vais te révéler ce que l'on ne dit pas et l'identité de Guardian. Ah, on dirait qu'on s'en doute un peu. Mais on va attendre après la pause, juste pour vous dire et rappeler aux auditeurs qu'on a mis les éléments dont Christian a parlé sur la page Facebook Radio X-Files. Donc, vous voyez effectivement cette fameuse vidéo de cet ovni très furtif, on va se le dire, avec un stroboscope au-dessus. Ouais. Et vous voyez les dossiers. Mon pick-up truck. Oui, exact. On revient tout de suite. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. In a rural area of Canada, a woman claimed to see unusual red flames and an extraordinary flying object landing in a field behind her house. 6 months later, this remarkable videotape, broadcast tonight for the first time on network television, seemed to verify her account. Could it be evidence of a close encounter or a clever, sophisticated hoax? Alors voilà, c'était la bande-annonce. Voilà, donc l'émission commençait comme ça et tu comprends qu'avec cette ouverture, cette publicité sur un grand réseau national, ce qui n'était qu'un fait divers devient une histoire très importante. Il faut savoir, là, jusqu'à maintenant, on a raconté un peu le cheminement et là où l'investigation officielle va prendre place, va prendre racine, c'est à partir du moment où, automne 1992, Bob Exler, qui souhaite vendre cette histoire-là à Unsolved Mysteries, espère pouvoir comptabiliser sur l'implication de services officiel. Il convainc donc Diane Lebanek de porter plainte auprès de la GRC à propos du survol à basse altitude d'hélicoptères. Et à partir de là, donc, l'implication des services vient de donner une espèce de coup de pouce pour pouvoir mieux convaincre Unsolved Mysteries de faire un topo sur l'affaire de Guardian. L'enquête de la GRC, donc, ils reçoivent la plainte, on est à l'automne 1992. L'investigation à proprement parler de la GRC va se tenir entre janvier 1993 et mai 1993. Et en fait, c'est assez amusant parce que l'émission d'Unsolved Mysteries est diffusée en février 93. À ce moment-là, la GRC vient à peine d'entreprendre son investigation. Mais pour Unsolved Mysteries, c'est tellement important d'avoir un bon policier qui raconte l'histoire. Donc, on va envoyer in extremis une équipe au Canada qui vont faire une courte entrevue avec le constable de Hêtre, qui est le policier chargé de mener cette enquête. Et là, on va pouvoir introduire dans l'émission d'Unsolved Mysteries un court extrait où on voit le capitaine de Hêtre qui raconte un peu comment la plainte a été acheminée et quelles sont un peu les investigations qu'ils vont mener. Donc, cette investigation, comme je l'ai mentionné, Denis, le constable Denis de Hêtre de la GRC entreprend cette investigation. Et pour lui, il y a 3
3 questions qui doivent être répondues par son enquête. D'abord, dans un premier temps, est-ce que oui ou non des hélicoptères ont passé outre les règles de navigation aérienne dans la région de Manion Corner, là où Diane Lebanek habite. Et sa première conclusion, c'est non. Donc, toutes les vérifications, en parlant avec les voisins. D'ailleurs, Diane Lebanek demeure toujours la seule témoin de ces événements-là. On a beau parler des gens qui habitent autour d'elle. Comme je l'ai mentionné, il y a 8-10 maisons dans le coin. Toutes les autres personnes, tous les autres habitants locaux n'ont jamais entendu, vu ou quoi que ce soit du genre. Et n'ont pas vu non plus de survol d'hélicoptères. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un hélicoptère qui est utilisé comme un hélicoptère ambulance qui fait des survols entre les régions rurales et Ottawa, qui peut, dans ses trajets, parfois passer 3 ou 4 fois au-dessus de Manion Corner, mais jamais à des altitudes qui soient en dessous des 500 pieds ou des 150 mètres comme l'exige la loi. Donc, la conclusion de la GRC, c'est qu'il n'y a pas eu de vol d'hélicoptère à basse altitude, comme semble le prétendre Diane Lebanek. La deuxième question était de savoir quel est l'objet que l'on voit sur la fameuse vidéo. Donc moi, comme je l'ai mentionné, la première fois je l'ai vu, puis encore aujourd'hui je la revois, puis je ne vois toujours que la silhouette d'un camion pick-up. La GRC, elle, va mener son investigation, elle va fournir une copie de la vidéo à plusieurs services militaires et autres, et eux vont conclure de manière unanime à cause de la lumière, le strobe que l'on voit, cette lumière clignotante que l'on voit, elle clignote selon une séquence très particulière. Et selon les militaires consultés, ils sont tous unanimes à dire que ce que l'on voit là, c'est un hélicoptère de type Sikorsky S-76 ou peut-être sa version militaire qui serait un hélicoptère Sikorsky UH-60. Toutes les personnes consultées qui sont des spécialistes de l'aviation militaire et civile sont tous unanimes que la vitesse de clignotement et la silhouette, c'est celle d'un hélicoptère Sikorsky, même si moi je continue de voir un camion pick-up. Donc, la conclusion, c'est un hélicoptère. Et la troisième question que devait répondre le constable de aide, c'était est-ce que c'est un ovni? Bien, évidemment, c'est pas un ovni puisque c'est un hélicoptère de type Sikorsky. Donc, tout ça vient d'être réduit à néant. Mais évidemment, à ce moment-là, la vidéo de Guardian ainsi que tous ses délires ont été diffusés en Unsolved Mysteries et ont gagné énormément de popularité auprès d'une certaine communauté d'amateurs d'ovnis qui veulent croire à ces histoires d'atterrissage ou d'écrasement d'ovnis et qui sont prêts à accorder un certain crédit au discours qui est tenu par ce fameux Guardian. Mais bon, en coulisses, on continue d'enquêter là-dessus et tu comprendras que la GRC, comme un des documents, celui que j'ai mis d'ailleurs en ligne sur le site de Radio X, comme un de ces documents a été un peu caviardé dans le but de faire croire un document officiel, il est interdit au Canada de falsifier des documents pour leur donner une allure officielle. Donc tu peux pas copier ou falsifier des documents fédéraux. Donc, à cause de ça, la GRC, bon, il n'est pas question ici de porter des accusations, mais la GRC décide quand même de pousser un peu plus loin son investigation pour essayer de déterminer qui est ce mystérieux Guardian. Et là, pour la première fois en 30 ans, je vais le dire. Même dans mon livre, dans mon livre sur l'enquêteur du paranormal, j'avais parlé de cette histoire-là, j'ai un peu altéré les faits pour pas révéler l'identité de Guardian, mais là, je vais te la révéler assez rapidement. Assez rapidement, la GRC va réussir à remonter. Il y a des affaires qui sont particulièrement louches. Hein? La GRC va réussir à remonter un individu qui est connu dans la région, qui se présente, une espèce d'illuminé local. On peut imaginer une espèce de Richard Glenn. Tu sais, il aime bien parler des extraterrestres et tout ça. Et il raconte des histoires tout à fait fantaisistes. Et il se présente à ses amis comme étant The Guardian. Hein? Il leur dit, mon surnom, c'est le gardien de Guardian. Donc, il entretient ce discours-là. Et cet individu-là s'appelle Robert Charlebois. Ben mais pas notre chanteur. Là. Si en fait, c'est...
Prends un joint. Mais bon, notre fameux Robert Charlebois, hein, il est connu, localement, on l'appelle tous Bobby Charlebois. Et ce Bobby Charlebois, c'est un individu qui s'intéresse aux extraterrestres. Il est un adepte des jeux de rôle, obsédé par les théories du complot. Et on sait que la GRC va établir que dans la région, il y a une espèce d'organisme ésotérique mystique qui s'appelle IAM, qui veut dire Institute of Applied Metapsychic ou Métaphysique. Donc, c'est un organisme un peu qui fait dans le discours ésotérique et mystique. Et ce Robert Bobby Charlebois serait membre de cette organisation, de cette école ésotérique et mystique, où il peut entretenir avec d'autres membres son espèce de délire. Et crois-le ou non, au nombre des adeptes, il y a Diane Labanec. Ah ben... Donc, quand Labanec dit elle n'a jamais entendu parler d'OVNI, elle ne connaît pas Bobby Charlebois, c'est pas du tout vrai. La GRC les suspecte d'appartenir à la même école ésotérique et mystique qui s'est implantée dans la région. Quand Unsolved Mysteries vont aller tourner chez Diane Labanec pour faire l'entrevue qui va servir à alimenter le volet d'Unsolved Mysteries, elle leur répète qu'elle ne s'intéresse pas à la question des ovnis, mais un des caméramans qui est là va découvrir sous l'escalier une boîte remplie de livres sur les ovnis. Et malgré ça, ils vont quand même faire l'entrevue, mais il est clair qu'à ce moment-là, Diane Labanec essaie de faire à croire qu'elle ne connaît rien de la question des ovnis, mais non seulement c'est faux, mais en plus de ça, elle est une personne qui fréquente. Quel est leur lien d'amitié ou d'intimité, c'est difficile à déterminer, mais il est clair que Bobby Charlebois, qui est The Guardian, et Diane Labanec, le seul témoin de ces soi-disant événements, étaient de connivence et se connaissaient. Maintenant, la question à laquelle la GRC n'a pas répondu et que je n'ai pas répondu non plus, c'est pourquoi? Pourquoi ont-ils fait cela? C'est sûr que c'est un canular. Ils se sont donné beaucoup de misère pour mener tout ça. La bande vidéo, tout ça. Pourquoi les envois, les différentes cartes? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Je dois t'avouer, Yannick, que en ce qui me concerne, je te répondrais, j'en ai rien à cirer. Parce que dans le fond, les gens, ça fait assez longtemps que je suis dans ce milieu-là pour savoir que les gens mentent pour n'importe quoi. Souvent, dans le milieu du paranormal ou des ovnis, les partisans, les croyants vont souvent vont réduire en fait la volonté de commettre un canular uniquement sur la foi des sous à gagner. Hein? Ah oui, mais ouais. Joe Blow, pourquoi est-ce qu'il aurait raconté ça? Il n'a pas fait d'argent, il n'a pas écrit de livre. C'est bien mal connaître la nature humaine que de tout ramener à l'argent. Les gens mentent pour tout et pour rien. Il y a des gens qui vont te monter des histoires, des bateaux épouvantables uniquement parce que ils ont l'impression d'être quelqu'un. Si tu connais l'expression « parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en », c'est exactement ça. Ils cherchent une attention et ça ne les dérange pas que la moitié des gens croient qu'ils sont fous. Il y a une autre moitié qui vont croire leur discours et à travers les yeux de ces personnes-là qui les croient, eux se valorisent. Ils cherchent pas de l'argent, ils cherchent simplement à se rendre intéressants, à attirer l'attention. Et on pourrait là dégraisser les motivations de gens qui racontent des bobans de manière presque infinie. Donc, il faut éviter de tomber dans le piège de dire « Ah, ces gens-là n'ont pas fait de l'argent, donc ça ne doit pas être un canular. » C'est vraiment très malheureux de penser à ça parce que les motivations des gens sont beaucoup plus complexes que simplement l'idée de faire quelques dollars. Dans le cas de Bobby Charlebois et de Diane Labanec, pourquoi ont-ils monté le canular? Parce qu'il est clair qu'ils ont agi de connivence. J'en ai pas la moindre idée. L'un des enquêteurs qui a travaillé fortement sur ce dossier, un type qui s'appelle Graham Lightfoot, on a souvent abordé la question de ce fameux dossier de Guardian. Lui me disait que, moi je dois t'avouer que j'ai parlé une fois au téléphone avec Bobby Charlebois, puis il me raccrochait la ligne au nez. Hein, j'ai essayé de t'y poser quelques questions, puis schlac, il me raccrochait la ligne au nez. Dans le cas de Graham Lightfoot, lui, il a rencontré des amis de ce Bobby Robert Charlebois, et ils lui ont parlé que c'est un type qui était obsédé par les jeux de rôle.
Donc, est-ce qu'il a voulu passer du simple jeu de rôle intime à une espèce de jeu de rôle plus collectif, plus important? Quelle était sa motivation? C'est très difficile à dire. Mais une chose est certaine, cette histoire-là a été inventée du début à la fin. Il n'y a rien de vrai. Les photos, les documents, les vidéos, tout ça est une grande supercherie. Mais malheureusement, des ufologues peu scrupuleux ont monté ça en épingle et malheureusement, Unsolved Mysteries s'est mis de la partie et a transformé cette histoire-là en un événement ovni important des années 90, alors que ce n'est rien de plus qu'une fumisterie. Donc, l'extraterrestre qu'on peut voir sur la photo sur la page de Radio X-Files, ce n'est pas un extraterrestre. Et je veux juste revenir sur le fait que c'était des aliens femelles qui recherchaient des êtres humains. Des partenaires masculins humains. On est de meilleurs. Remarque, peut-être que ma réputation avait débordé de la galaxie. Donc, oui, effectivement, ils cherchaient des partenaires humains pour ça. Donc, c'était notre histoire de Carb, de Guardian. Donc, cette vidéo-là continue de circuler. Et je ne sais pas quel va être le traitement que la télévision ontarienne va faire pour ce 30e anniversaire sur l'histoire de Guardian. Je ne sais pas s'ils vont vous révéler, comme je l'ai fait ce soir, l'identité réelle de Guardian, quelles étaient ses motivations, ou est-ce qu'on va essayer, pour la énième fois, de vous faire croire une histoire d'extraterrestre. Mais la réalité, elle est beaucoup plus terre-à-terre que ça. C'est des gens qui se sont amusés à nos dépens. Doc Mayou dirait, pour ces gens qui inventent ce type d'histoire-là, que c'est de la faute de leur mère. Je ne sais pas, je n'ai pas rencontré la mère de Bobby Charlebois. Hey boy. Hey, j'ai vu un documentaire qui est disponible sur Netflix. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est un documentaire sur Robert Johnson, qui est un des bluesmen, un des meilleurs bluesmen qu'on a eu dans le monde. Je pense qu'il est... Pas celui qui a vendu son âme au diable. Qui aurait effectivement vendu son âme au diable alors qu'il l'aurait rencontré sur le coin de Carrefour. Il a rencontré une ombre, l'ombre lui aurait souri, il lui aurait donné sa guitare et le diable, en fait, aurait joué de la guitare quelques notes. Et après ça, il y aurait eu entente entre les deux. Et il est devenu en quelques mois le meilleur bluesman au monde. Et il est le premier à avoir été dans le fameux club des 27. Ouais, ceux qui sont décédés à 27 ans. Oui, c'est une histoire qu'on raconte beaucoup dans les... On a fait, je pense, 2 ou 3 émissions où on parlait de ces légendes du milieu de la musique qui sont associées à toutes sortes de trucs bizarres. Ben, cette histoire-là, de ce bluesman qui aurait appris à jouer de la guitare comme un virtuose, alors que quelques mois plus tôt, il savait pas gratter une note, qui aurait vendu son âme au diable. C'est une histoire qui revient continuellement, mais bon, évidemment, ça se passe il y a pratiquement un siècle. On est quoi, dans les années 20 ou quelque chose comme ça? Donc, mais dans le documentaire, on raconte la vraie histoire. Effectivement, on raconte la légende et par la suite, on raconte la vraie histoire et on met comme hypothèse qu'effectivement, il aurait pu rencontrer quelqu'un sur sa route qui lui aurait montré à jouer de la guitare comme personne. Et c'est un très bon documentaire à voir. Ça s'appelle Devil at the Crossroads, donc le diable au coin du carrefour sur Netflix, et c'est excellent. Ouais. D'ailleurs, je sais, c'est pas une histoire que je connais très bien. Là. Je connais la légende parce que je l'ai entendu parler, mais je me rappelle avoir lu quelque part qu'en fait, son temps d'apprentissage avait été beaucoup plus long que ce que la légende raconte. T'sais, on dit, bon, le type savait pas jouer de la guitare, il disparaît pendant 3 mois, et là, il revient, puis il joue comme un virtuose. Alors qu'en réalité, c'est pas ça qui s'est passé. Il a quand même été absent pendant à peu près 3 ans avant qu'il revienne. Ça faisait quand même un bout de temps qu'il avait commencé son apprentissage à jouer de la musique. Là. C'est pas un truc qui est arrivé en 2 mois. Là. Donc, je sais qu'on avait un peu déformé cette histoire-là, mais bon, c'est une des nombreuses légendes qui touchent le monde artistique, qui est associé un peu à l'occulte et le mystérieux. Ouais, mais on l'explique très bien dans le documentaire. C'est monté d'une façon à ce que, oui, là, il y a une certaine légende, mais en bout de ligne, l'individu était juste un virtuose qui a appris très rapidement en quelques mois. Je te fais entendre un extrait. C'est de diable, il est décédé à 27 ans. Christian, on fait une courte pause et on revient? Radio X Files.
X-Files avec Christian Page et Marceau Radio. Pam, pararam, pam, pam. La suggestion Netflix est maintenant sur la page Facebook de Radio X-Files. Donc, c'est la légende de l'homme qui aurait vendu son âme au diable. On revient un peu, mon cher Christian, sur les questions des auditeurs, les témoignages ainsi que les photos. Oui, parce que je voulais te parler spécifiquement de l'affaire de Carp. Donc, cette histoire de vidéo qui a été au centre de toutes les conversations à propos de l'aventure de Guardian, ça m'amène à penser, chaque semaine, il y a des auditeurs qui m'écrivent, m'envoient des photos, qu'est-ce que vous pensez de la photo, et ils ont leur témoignage, souvent, qui accompagne ça. J'ai vu des ovnis ou j'ai vu un phénomène de fantôme, etc. Il faut savoir, Yannick, que je ne peux pas répondre à tout le monde, et qui plus est, lorsqu'il s'agit d'un témoignage, et s'il s'agit d'un témoignage sur les ovnis, je pense que les gens doivent savoir qu'il existe au Québec des organisations qui colligent les observations sur les ovnis. Moi, je ne le fais pas, je ne le fais plus. Donc, si les gens qui nous écoutent ont observé des ovnis, c'est important d'en rendre compte. Il y a des données statistiques qui sont maintenues, qui sont répertoriées par des organismes au Québec. On a déjà reçu à l'émission, par exemple, Ricardo Melfi, qui est un des dirigeants de l'Association québécoise d'ufologie. Donc, vous avez simplement à taper dans votre moteur de recherche Association québécoise d'ufologie ou AQU, et vous allez tomber sur leur site. Vous allez pouvoir témoigner de l'observation d'ovnis que vous avez observée. Quant aux histoires de photos, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ou ne savent pas trop à quel point c'est difficile d'évaluer une photographie. Parce que des gens m'envoient une photo, vous en pensez quoi? J'en pense rien du tout, parce que si je regarde une photo, Yannick, c'est beaucoup plus complexe que ça. On ne peut pas regarder une photo en disant « Ah ouais, c'est bon ou c'est pas bon. » là. Pour analyser une photographie, il faut avoir plusieurs éléments en main. Et le processus est très complexe et ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Donc, il faut que la photo, pour investir ce temps et le déplacement que ça pourrait demander, il faut vraiment que la photo soit renversante. Parce que, dans un premier temps, quand on voit une photo, peu importe ce que c'est, un fantôme, un ovni, il faut avoir accès au lieu. Donc, si quelqu'un dit, je me rappelle, par exemple, dans le temps des fêtes, quelqu'un m'a envoyé une photographie où on voit un sapin de Noël et on voit une espèce de silhouette qui passe devant le sapin de Noël, comme une espèce d'image fantomatique. Et là, la personne me dit, vous en pensez quoi? C'est un ami à moi qui a pris la photo, il dit qu'il était seul à la maison. C'est beau, mais moi, là, cet individu-là, je le connais pas. Donc, qu'on me dise qu'il était seul à la maison, comment je peux vérifier ça, moi qui étais seul à la maison? L'image, ça m'apparaît un peu comme une double exposition. C'est comme si on avait mis l'appareil photo dans une mode de prise de photo lente, puis quelqu'un serait passé devant l'appareil. Donc, même si on me dit que l'individu était seul, moi, comme enquêteur, je ne peux pas me fier à la foi de quelqu'un qui dit « j'étais seul ». Tu comprends, ça ne s'arrête pas à ça. Il faut d'abord que j'aie accès au lieu où la photo a été prise. Donc, me rendre sur place, voir dans quelles conditions la photographie a été prise. Il faut que j'aie accès au témoin et il faut que j'aie accès également à son appareil photo. Donc, le témoin me raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Ensuite, il faut que j'aie accès à sa photo. Si c'est un appareil argentique, quoi qu'on en a de moins en moins maintenant, je dois avoir accès à la pellicule, au film. Si c'est un appareil numérique, ce qu'on retrouve surtout soit en appareil photo ou dans nos téléphones portables, il faut que j'aie accès à la carte mémoire. Parce que quand on prend une photographie, les gens ne le savent pas, mais il y a plein d'informations qui sont associées à la photographie. À quelle heure la photographie a été prise, à quel moment elle a été prise, quelles étaient les règles, le réglage de l'appareil photo au moment de la prise du cliché, que ce soit un appareil photo ou que ce soit un téléphone portable. Je dois voir quelles sont les images qui ont été prises avant et quelles sont les images qui ont été prises après. Si je m'aperçois que la photo en question porte le numéro 225 et la photo suivante c'est la 227, je vais me poser la question, où est la 226? Tu comprends-tu? Oui. Est-ce que l'individu l'a effacé, cette photo 226? Et est-ce que la photo 226 aurait pu me révéler le trucage ou la mystification? Donc, c'est très complexe. Et pourquoi il faut avoir accès à la carte? Parce que je ne peux pas me contenter d'une photo que la personne aurait téléchargée sur son ordinateur, où là, il aurait pu faire des manipulations avec des logiciels comme Photoshop et autres. Donc, la carte mémoire, c'est la carte où la photographie est à la base primaire.
C'est très complexe de faire ça. Donc, il faut, pour pouvoir investir ce temps, toute cette concentration, ces analyses-là, il faut que la photo soit renversante. Donc, si quelqu'un m'envoie une photo où on voit une petite lumière dans le ciel ou une espèce de photo plus ou moins fantomatique, on voit une espèce de reflet dans un miroir, vous devez comprendre, c'est pas que je suis méprisant, là, mais ça demande énormément d'efforts que d'analyser une photo comme ça. Et je ne veux pas m'engager à faire des espèces d'interprétations vaseuses en disant « Ah, ça doit être un fantôme, ça doit être un ovni ». C'est plus complexe que ça. Dans mon travail de journaliste, avant de cautionner une image, ou de cautionner un témoignage, ça demande du temps, ça demande des vérifications, et on n'a pas toujours les moyens de faire ça parce qu'on nous envoie une photographie sur le web. Donc, je ne peux pas donner ces avis-là de manière spontanée comme ça en regardant simplement une image. Et de grâce, les gens qui voyaient des phénomènes étranges et mystérieux, si vous avez envie de témoigner, ce que je vous encourage à faire, contacter les organismes au Québec qui colligent ces observations-là, et principalement dans le cas des observations d'OVNI, parce que au mieux, ce que je pourrais faire, si vous communiquez avec moi, c'est de vous refiler finalement l'adresse de ces organisations-là pour que vous confiez votre témoignage à ces organismes-là, parce que moi, je ne le fais plus. Donc, je ne veux pas que les gens aient l'impression que je me préoccupe pas de ce qu'ils m'écrivent. D'ailleurs, c'est pourquoi je prends quelques minutes ce soir pour en parler. Je suis très préoccupé, très au fait que des gens m'écrivent, que des gens veulent avoir des réponses, que je n'ai pas toujours, et je n'ai pas toujours non plus les moyens d'aller au fond de ces dossiers-là, et je veux pas les induire dans l'erreur en leur racontant n'importe quoi. Ouais. Mais il y a toujours une question de perception là-dedans, puis à quelque part, je peux comprendre ces gens-là. Eux, ils ont l'impression d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel. Ils sont passionnés de ça. Ils demandent de l'aide à quelqu'un en qui ils ont confiance. Mais là, cette personne-là a besoin de plein d'informations. Puis là, ils se disent « Ouais, mais là, moi, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Comment ça, il me croit pas? » Tu sais, ils peuvent se sentir un peu... ils peuvent être susceptibles. Tu sais, j'ai compris quelque part. Tu as tout à fait raison, Yannick. Dans le domaine du paranormal, d'ailleurs, et je le répète souvent, la bonne foi des témoins est rarement mise en cause. Hein? Moi, là, je te dirais, là, ça fait 45 ans que je suis dans ce domaine-là, le nombre de gens qui m'ont raconté des bobards uniquement dans le but de me tromper, je pourrais les compter sur les doigts de la main. C'est très rare. Les gens racontent généralement des histoires qu'ils croient fondamentalement vraies. C'est ce qu'ils ont vécu, c'est leur perception de ces événements. Et je peux comprendre que lorsque ces gens m'écrivent pour me raconter une expérience de fantôme, une expérience de perception extrasensorielle ou une histoire d'ovni, c'est un vécu qu'ils me communiquent. Mais je peux toujours être l'oreille attentive, je prends connaissance de leurs documents, des gens m'écrivent, ils me racontent une histoire d'ovni ou une histoire de fantôme. Généralement, je leur réponds en disant, bon, merci du partage, c'est une histoire intéressante. Mais si les gens demandent une expertise par rapport à ça, ils doivent comprendre qu'une expertise va bien au-delà du simple narratif de l'événement ou d'une simple photographie. Une expertise va demander une investigation soutenue et malheureusement, on n'a pas toujours la disponibilité, les moyens de faire ce genre de truc-là. Sinon, on ne ferait pas autre chose. Là. Christian, laisse-moi te dire une chose. Oui, vas-y. Demain soir, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a quelque chose qu'il ne faut pas que tu oublies. À 2 heures du matin, il faut que tu te lèves, il faut que tu ailles voir ton cadran, puis tu le mettes à 3 heures. Ouais. Ne pas oublier, parce que sinon, lundi, tu vas être en retard. Oui, mais tu sais que ça nous permet d'avoir un peu plus de soleil, d'ensoleillement dans la journée. On a l'impression qu'on se rapproche de l'été. Ben moi, ça me fait suer parce qu'il faut que je me lève un peu plus tôt. Hein? C'est ça. Ça me fait suer un peu. Bon, c'est pas grave, on va se reparler quand même vendredi prochain. Je te souhaite de passer un très beau week-end, puis effectivement, on se reparle vendredi prochain. Salut mon ami! Ça marche. Bye bye. Salut aux auditeurs. Ciao. Radio X Files.